le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 10 octobre 2021 et 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30 ce matin en compagnie de Yazid Ait Mahidine. Ce sera honneur à l'Afrique, donc nous allons revenir à l'Afrique. Nabila Abada sera parmi nous ce matin dans sa rubrique tourisme en compagnie de ses invités. Nous parlerons du métier de guide touristique. Aussi, Mariam Oussaïd sera parmi nous ce matin dans Coin Vert. On parlera de Cheikh, mais sinon, vous le savez, le 8 octobre nous a quitté l'un des piliers de la musique algérienne, du patrimoine musical algérien. Rabah Drias Al-Raïh Moussali nous a quitté à l'âge de 87 ans. Hommage lui sera rendu ce matin dans notre émission. Voilà pour le menu de ce matin. On vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture et avant de commencer, comme à l'accoutumée, les nouvelles du ciel et ce sera en compagnie de Faria El-Cheikh. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Feriel, bonjour. Bonjour à vos nord. Comment ça va? Ça va très bien. Fraîchement. Oui. Ça commence à rafraîchir. Exactement. Voilà, on commence à sentir l'automne qui s'installe doucement et sûrement. Exactement. On va continuer avec la fraîcheur? Allons-y, oui. Alors donc pour aujourd'hui, tout d'abord, excellent réveil à vous. Très heureuse de vous retrouver. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit quelques faibles pluies. Comme vous le voyez si bien sur cette carte, vers l'est, nous aurons quelques faibles pluies. Vers le centre, beaucoup de passages nuageux, mais le soleil sera très présent. À l'ouest, il sera voilé par des nuages sans conséquence. Et puis sur la partie sud, il emportera généreusement. Le temps sera dégagé pratiquement sur toutes les régions sahariennes. On notera tout de même le passage de quelques nuages sans conséquence aussi sur la partie sud, plus précisément vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, le Sahara central, avec encore une fois quelques soulèvements de sable à l'extrême sud jusqu'au sud des oasis. Les températures, les voici. Donc elles vont baisser nettement à l'intérieur est. Il fera 20 degrés cet après-midi seulement pour Batna, 21 à Guelma, 26 à Tizi Ouzou, à Sétif. Alger affichera 27 degrés, 29 à Oran, 30 aussi pour Tlemcen, 24 pour Elizane, Chlef, Al-Beyot seulement, et Annaba, Skikda aussi. Donc elles vont baisser nettement les maximales. Et puis sur la partie sud, c'est encore une fois vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud. Le mercure atteindra les 40 degrés, 39 pour Insalah, 36 à Tindouf, 29 Hassim Saoud ou Ledjillal et enfin 30 pour Janet. Place à présent à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, nous aurons une mer peu agitée, avec des vents modérés, parfois assez forts à l'ouest, entre 40 et 50 km/h à l'ouest et enfin entre 20 et 30 km/h au centre ainsi qu'à l'est. Avant de nous quitter, place aujourd'hui à plutôt à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le temps sera couvert et pluvieux de Montréal vers New York, Washington jusqu'à Miami. Le soleil sera présent en Californie. Un temps voilé à Vancouver. Côté température, 33 sous un ciel passagèrement nuageux à Dallas, 26 à Mexico, 19 sous un temps pluvieux donc pour Montréal, 20 à New York, 24 à Washington et enfin 29 à Miami. Le soleil se couchera à 18h18. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et on profite donc de la fraîcheur automnale, Feriel. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Feriel. On se retrouve tout à l'heure dans le journal télévisé du midi, après celui de 19h et demain à partir de 8h. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Feriel. Bonne journée à vous. Et on continue, pause musicale comme accoutumé. Et ce sera honneur à l'Afrique en compagnie de Mariam Makeba, Anna Haraf, El Jazair. Et on se retrouve juste après. طبل يا طبل طبل للختام
Ana Hurra fil Jazair, Maryam Makeba, et on retrouve Yazid qui est aux couleurs de l'Afrique. Yazid, bonjour. Ana Hurra fil Jazair. Ben voilà. Toi aussi, tu chantes bien, hein? Ana Hurra fil Jazair. Mandamanj. Hein? Mandamanj. Essaye alors. Tu chantes. Ah, bon, tu gars. Bonjour. Ça va, Yazid? Ça va. Alors, honneur à l'Afrique aujourd'hui. Yazid, Oui, aujourd'hui, à travers deux thématiques. Absolument. Aujourd'hui, on parlera en fait d'un événement qui s'est déroulé cette semaine, enfin, semaine qui est découlée. Donc, on parlera de Jugurtha, Jugurtha. Un roi numide. Le roi numide, il est né en 60 avant Jésus-Christ, mort à 104 avant Jésus-Christ. Et puis, c'est l'un des symboles de la résistance de la Numidie face à Rome. Donc, il a mené 7 ans de guerre contre Rome. Il a résisté pendant 7 ans. Il a fait face à l'arsenal de guerre romain. En 110, il a mené une bataille à Soutoul. Il a mené également une bataille du côté de Gafsa aussi. Donc, et puis jusqu'à 104, c'est là où il a été, suite à la maîtrise, il a été emprisonné dans la célèbre prison Talanoum où récemment le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lamamra, donc s'est rendu à Rome où il a visité ce lieu où a été emprisonné ce grand symbole, cette image sacrée, la résistance de la Numidie, de l'Algérie face à la domination romaine. Voilà, donc ça c'est pour le roi, donc le roi Jugurtha, mais sinon sur un autre volet aussi, Yazid. Oui, sur un autre volet. En fait, si on a parlé de Jugurtha, c'est pour rappeler un peu l'enracinement de cette terre dans des traditions de lutte et de résistance face à l'envahisseur
et pour parler de cette noblesse de ce pays qui est toute une lignée de églises, toute une lignée de rois, toute une lignée de symboles qui ont régné sur cette terre et qui ont fait face à l'envahisseur. En fait, c'est ça, en fait, l'idée générale du symbole de l'éternel Jugurtha. Et pour dire, en fait, que cette terre, en fait, c'est une suite ininterrompue d'églises et de rois et de dynasties de civilisations. En fait, c'est pour ça que Jugurtha, c'est le symbole sacré de cette résistance et de celui qui a fait face pendant 7 ans contre Rome et contre la domination romaine. Donc il a mené plusieurs batailles malgré les alliances, malgré les traîtrises. Il a réussi à... Et puis comme il a même signé des moments, des accords de paix. Mais par la suite, il a été emprisonné après plus de 7 ans de guerre dans la célèbre prison de Tel Anoum en 4 avant Jésus-Christ. Alors, il faut dire que l'histoire numide, d'une manière générale, et celle de Jugurtha de manière particulière, donc, a suscité donc, déjà les recherches en histoire, les recherches archéologiques, parce qu'il y a quand même plusieurs vestiges archéologiques qui témoignent un petit peu de cette histoire, mais aussi plusieurs scénaristes et beaucoup de films et des documentaires qui ont été réalisés justement pour, encore une fois, faire connaître et faire la promotion de cette histoire. Oui, il y a beaucoup de films. Il y a des films peut-être qui ont des sources un peu, des sources romaines, et les sources romaines présentent les choses du point de vue Romain, du vainqueur, mais il y a aussi des sources algériennes, des sources de l'époque, des sources des grands historiens. Il y a beaucoup de réalisateurs comme Mokhran Aït Saada qui a travaillé sur les aguilides berbères. Il y a aussi beaucoup d'autres chercheurs et d'autres cinéastes, dont Tamazigh, donc, qui a travaillé dans les années 80 sur toute la dynastie numide, tous les aguilides berbères. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Algérie remonte à des millénaires. Au Tassili, on voit donc les gravures rupestres qui rappellent que nous avons existé avant l'histoire. Donc, rien que la découverte archéologique au niveau de ces types, déjà, Aïn Hnech témoigne déjà de l'existence d'une vie humaine, l'une des plus anciennes, donc après celle de l'Éthiopie. Oui, à Sétif, il y a Aïn Hnech, il y a aussi d'autres fouilles archéologiques, donc des découvertes du côté de Sétif, du côté de Afalou Bourmel et du côté de Mesht al-Arbi. Il y a tout de Mesht al-Arbi, donc il y a tout dans la région de Teza, dans mon quartier aux Allobroges. Il y a eu 40 000 avant Jésus-Christ, il y a eu l'homme attérien. L'homme attérien, c'est par rapport à Bel-Ater. C'est là où ils ont découvert cet homme attérien. Et puis il y a aussi pas mal de sites à Alger. Donc, et là, on est en train de voir. C'est la prison Tel Anoum, donc là où il a été emprisonné le symbole Eglid Jugurtha ou Jugurtha. Donc voilà. Donc il y a eu pas mal de batailles. Il y a la bataille de Moutoul, il y a la bataille de Kalama, il y a la bataille aussi de Soutoul. Ce sont des batailles que menait donc Jugurtha contre l'Empire romain. Il y a eu aussi des alliances avec des alliances avec des tribus locales où il a fait face non seulement à Rome mais aussi à des traîtrises où il a réussi quand même à gagner des guerres et à remporter et à couronner en fait ces batailles de succès jusqu'à ce qu'il a été un peu repoussé par Caelius Metellus et par Marius. Et par la suite, il a été emprisonné en 1904 avant Je disais Jésus-Christ. 1900. En 1900. Donc, Voilà, lapsus révélateur. En 1900, on parle toujours de lui.
voilà, il a quand même marqué l'histoire. En Voilà. 104 avant Jésus-Christ, il a été emprisonné donc, dans la célèbre prison de Telanoum. Donc il y a même un livre, je pense, qui a été réservé, donc qui a été consacré à ce personnage Jugurtha. Voilà. Voilà, il faut dire que Jugurtha aussi, c'est l'un des Agrides parce qu'il y en a eu d'autres justement qui ont unifié d'ailleurs la Numidie, tels que Massinissa par exemple, qui ont été unificateurs. Voilà. Takfarinas, Gaïa, enfin toute une lignée d'Aglides, toute une lignée de rois berbères, de rois numides qui ont existé sur cette terre, donc pour dire un petit peu que cette terre, c'est une terre d'Aglides, c'est une terre de rois, c'est une terre de symboles qui ont existé et qui existeront toujours. Voilà, effectivement. Donc, sur un autre registre, Yazid, il faut dire que l'Afrique a été absente, a été longtemps absente justement dans pas mal de distinctions, dont le prix Nobel. Cette année, donc cette année, après une longue absence, comme je disais, l'Afrique donc marque de sa présence, donc de ce prix, puisque le prix revient donc cette fois-ci à la Tanzanie. Oui, donc l'Afrique aux Africains, pour reprendre Massinissa. Et sans transition, on passe à ce grand écrivain tanzanien, Abdulrazak Gurnah. Abdulrazak Gurnah, qui est prix Nobel de littérature 2021, c'est quelqu'un qui est enraciné dans cette terre africaine. Il est né à Zanzibar et malheureusement, à l'âge de 21 ans, il est parti à Londres parce qu'il y a eu des problèmes dans son pays, donc il est parti, il s'est comme réfugié à Londres, et donc on le voit à l'écran, et ce grand monsieur, il a rompu avec les écritures exotiques sur l'Afrique. Ce grand monsieur a arrêté d'écrire comme les autres. Fini les safaris, fini les écritures exotiques, on montrait les enfants, l'érotisation de la femme, l'image un peu très très cliché, un peu carte postale. Il parle de l'Afrique, de les problèmes de l'Afrique, le problème des réfugiés, les problèmes qui sont liés à son pays, à son vécu, et un peu, il est quelque part l'un des porte-drapeau du panafricanisme en fait. C'est quelqu'un qui rappelle que l'Afrique doit défendre son image, l'Afrique doit défendre ses idées, l'Afrique doit défendre ses ressources. En fait, c'est ça, hein, en quelque sorte. D'ailleurs, je rappelle juste ce que le comité Nobel Prize a écrit pour sa prose traitant avec empathie et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Donc en quelque sorte, il a écrit aussi le grand roman Paradise, il a écrit Près de la mer, et il a écrit Adieu Zanzibar. En fait, Adieu Zanzibar, c'est un peu un roman autobiographique. En fait, il a pas cru quand on l'a appelé au téléphone en lui disant voilà, hello, how are you? Fine, are you Mr. Gurnah? Yeah, I'm Gurnah. Congratulations. Alors, il s'est dit, it's a joke? Il pensait que c'était une plaisanterie ou une blague. Et finalement, il rejoint les 5 grands écrivains africains qui ont eu un prix Nobel: Wole Soyinka du Nigeria, Naguib Mahfouz d'Égypte, Nadine Gordimer de l'Afrique du Sud et J.M. Coetzee de l'Afrique du Sud. Ces deux ont ici écrit des romans contre l'apartheid et contre la ségrégation raciale. Donc, la plupart de ces écrivains se sont inscrits un peu dans ce rapport à l'Afrique, dans ce rapport au continent noir. Et Naguib Mahfouz, donc, comme on dit, Rani an Tarif, avec Abna Haratina, Miramar, etc., avec sa trilogie. Wole Soyinka aussi, c'est un grand écrivain du Nigeria. Et en parlant du Nigeria, le Niger, pour rester dans l'Afrique, on les a battus 6-1. 6-1.
grâce grâce à Belmadi qui continue à nous faire plaisir en adoptant une tactique de jeu assez sympathique, assez amusante parce qu'il donne du spectacle tout en gardant en fait. On revient un petit peu à Nobel Prize. Donc on a eu des images donc, du comité prix Nobel. On peut voir aussi un peu la déclaration de représentants donc, de Nobel Prize pour voir comment ils ont annoncé la consécration de Abdelzak, donc Gournah, comme récipiendaire du prix Nobel de littérature de 2021. Varmt välkomna till Svenska Akademin. Akademin har just sammanträtt och kan nu presentera sitt beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Let me extend a warm welcome to the Swedish Academy. The Academy has just convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2021 tilldelas romanförfattaren Abdulrazak Gurnah, född på Zanzibar och verksam i England, för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter. Voilà, c'était donc l'extrait. Et voilà, effectivement, comme tu le disais si bien, Yazid, donc c'est une fierté pour l'Afrique, d'autant plus que l'Afrique n'a pas eu cette distinction depuis quand même quelques années. Oui, en fait, l'Afrique, moi je pense qu'il y a aussi l'Algérie avec Assia Djebar et Mohamed Dib. Je pense que c'est les deux, même Kateb Yassine, qui méritaient en fait ce prix Nobel de la littérature. D'ailleurs, Assia Djebar, elle a eu le prix de la paix, elle a été académicienne et je pense qu'elle méritait aussi ce prix Nobel de littérature. Elle a écrit aussi sur la révolution algérienne, elle a écrit sur la grande Moudjahida Zulekha Oudaï avec Femme sans sépulture. Donc, donc voilà. Et rappelons que ce écrivain reste l'un des, comme je l'ai dit, l'un des symboles du panafricanisme parce qu'il défend les racines de l'Afrique, il défend, et puis il est contre cette écriture conventionnelle où l'on écrit à la carte, où l'on écrit pour plaire, où on est dans la description à la carte postale, un peu de l'exotisme, un peu du cliché, etc. Donc vraiment, c'est une fierté pour l'Afrique. Et puis il a parlé aussi des problèmes de l'exil, des problèmes des réfugiés, parce que lui-même était réfugié à Londres et il a fait des études. Il a fait des études à l'université donc à Londres, l'université de Kent, à Canterbury, et était spécialisé dans la littérature postcoloniale et anglaise. Il a été spécialiste d'un grand écrivain africain qui lui-même est prix Nobel de littérature, à savoir Wole Soyinka du Nigeria, et a travaillé sur beaucoup d'autres écrivains. Et puis, c'est quelqu'un qui a défendu aussi la question, la cause palestinienne, puisqu'il a été à l'université d'El Khalil, où il a été invité comme conférencier pour parler un peu de la décolonisation et de ces problèmes politiques, problèmes d'occupation de la Palestine par l'entité israélienne. Voilà. Ben, merci beaucoup Yazid. Donc ça a été honneur à l'Afrique ce matin. Donc rappelons-le, nous avons parlé un petit peu du parcours héroïque de Jugurtha, donc de roi numide, et encore une fois donc de ce prix Nobel qui est revenu à l'Afrique, cette fois-ci à la Tanzanie particulièrement. Merci beaucoup Yazid. J'aimerais bien que you should sing Ana Hurra fil Jazair, please. Voilà. So we will meet next Sunday. Yeah, Inch'Allah. Thank you very much, Yazid. Thank you. Merci Yazid. Donc on se voit dimanche prochain pour un autre show. Voilà, et on continue. Pause musicale. Cette fois-ci, ce sera avec un autre pilier de la musique algérienne, la musique sha'bi algérienne particulièrement. Ce sera en compagnie de Hadj Hachmi Gerwabi, Allah yarhamou, et on se retrouve juste après.
شالوا صحة البدان وجعلوا ضعيف وقوي. المولاه وقال سيدي ربي من هادي أجاب ذو الجلال هذه هدية من عندي حواء أم الجمال أنكفي بيها عبدي قولوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي حواء أم الجمال أنكفي بيها عبدي قولوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي إلا من الشجرة هادي لا تقرب يا إنسان.
فرح كي يكون هنا. Et de retour sur le plateau, c'était donc le Hadj El Hachmi Grouabi, Allah yarhamou Saleh, qui nous a donc interprété cette magnifique chanson Subhan Khalq Al-Kwan. Et donc à présent, Nabila Abada est parmi nous. Nabila, bonjour. Bonjour, bonjour, amis du jour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Tu es très bien accompagnée aujourd'hui. Oui, super. Beauté. Oui, très classe. T'as vu? Allez, je te laisse présenter. Alors, je suis avec Yassine Boushaqi, guide touristique admirablement bien habillé. Alors, avant que tu commences ton entretien, Dis-moi. Yassine, alors quand il est rentré, il a trouvé Grouabi, il était vraiment branché. Oui. Oui, bonjour. Donc, j'aime beaucoup la chanson Chabi. Donc, et, Sans doute. Oui, c'est-à-dire, et le Hadj El Hachmi Grouabi, c'est-à-dire surtout sa première fête qu'il a fait, c'était là où on habite actuellement, c'est à la Rampe Valley, Faran Valley. C'était le 5 juillet 62, donc le jour d'indépendance, mais c'était la fête de son ami d'enfance et son ami intime, Mustapha Preur. Alors finalement, c'est une double fête, la fête de l'indépendance et le mariage. Voilà, donc finalement, c'est un patrimoine pour vous. Oui. Voilà. Eh bien oui, il était très enchanté, hein. Ça a fait une belle transition, une introduction. Yassine, guide touristique à la Casbah. Et donc, alors, il est jeune, accueillant, dynamique, il s'est imposé en tant que guide grâce à son enthousiasme. Alors, Yassine, ça fait combien de temps que tu es guide? On va le tutoyer, je le connais depuis... Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé mes premières visites, c'était en 2002. J'étais très très jeune. Oui. Donc, mais c'est-à-dire quand parfois je dis aux gens, j'ai travaillé de 2002 à 2010 gratuitement. D'accord. Donc gratuitement. Alors. Tu faisais ça oui, comme ça juste par. Oui, exactement, passion, exactement, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire c'était très difficile. N'oubliez pas que c'était juste après la décennie noire. Donc, pour convaincre quelqu'un à venir visiter la Casbah, c'est comme si quelqu'un il vous paye un voyage maintenant en Libye ou en Syrie ou quelque chose comme ça. Oui, c'est assez... Donc, c'est impossible. Donc, c'était pareil. Mais c'était 2-3 visites par an. Il n'y avait pas assez de... Ah bon? Oui, c'est-à-dire il n'y avait aucune demande. C'est moi qui proposais aux gens. D'accord. Alors Yassine, juste une petite parenthèse. Alors on va se tutoyer aussi. Il n'y a aucun problème. C'est une ambiance familiale là. Alors Yassine, justement, là déjà tu es très jeune. Donc on voit que tu es très jeune. Donc si on parle de juste après la décennie noire, on est déjà dans les 99-2000 environ. Oui, mais c'était en 2000. À l'époque. Il ne veut pas dire son âge, il ne veut pas donner son âge justement. Finalement. Mais en fait ça a commencé avec la grand-mère qui est venue de la Mecque, ou Djabtlek... Là, c'était avant 90. Oui, c'était... Avant 90. Oui, c'était vers la fin des années 80. Donc, c'est-à-dire, elle est partie en pèlerinage. Donc, elle m'a ramené ce qu'on a... À l'époque, on ne disait pas Qamis, on disait Gandora. Oui. Donc, Gandora et Araqiya, je me rappelle, je faisais la prière à Jam' Jdid, à la place des Martyrs. Et il y avait des groupes de touristes, c'est-à-dire pour aller au resto de la Picherie, c'est là, ils m'ont pris en photo, c'est-à-dire tout le monde à l'époque. C'est-à-dire, j'ai quelques flashs sur c'est-à-dire les touristes avant 90. Quelques flashs. Et donc c'est là que ça lui a plu. Ça lui a plu ce flux touristique. Et j'aime ça. Et en plus, n'oubliez pas que la Casbah, c'est-à-dire c'est mon quartier et tout. Et comme il est classé par l'UNESCO, donc c'est un patrimoine international. Exactement, 11 décembre 92. Et ce qui fait quand j'ai commencé à proposer à l'époque des circuits aux touristes. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Laquelle? Il veut pas. Je veux pas. Parce que j'ai 2 dates de naissance. Ah, voilà. Ouais. Voilà. Une, c'est-à-dire dans le livret de famille, la deuxième, c'est... Le guide touristique. Non, Facebook. Date de naissance Facebook, là. Mon défi qui m'aide. Aïe, je retire. Mais donc, je vais savoir. Voilà, c'est qu'à combattre les coulisses. Mais voilà, donc ça a commencé très très jeune. Ouais. Donc, vous dites gratuitement. Voilà. Exactement. C'est juste. C'est-à-dire parfois, il y a des gens qui disent peut-être il exagère. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille de 2010 jusqu'à 2010 gratuitement. C'est-à-dire j'étais étudiant et je travaillais en parallèle dans une entreprise. C'est-à-dire j'avais un salaire. Et là où je bossais, c'est-à-dire je travaillais dans une boîte de communication. C'est-à-dire j'avais une ligne professionnelle, ligne téléphonique. Donc c'est le numéro que j'ai mis dans les cartes de visite. Ouais, donc voilà. Donc, voilà, c'est l'utile à l'agréable. Exactement. Donc c'était ça. Et après en 2010, j'ai créé ma page et tout. C'est là où j'ai commencé à travailler. Officiellement. Officiellement. Oui. Et donc Yassine, la Casbah, il y a plusieurs circuits. Oui. Donc
Yassine, on le voilà, on veut visiter la Casbah. On ne peut pas la visiter d'une seule traite déjà et de la même manière. Et ni en un seul jour. Oui, un seul jour. Donc, où est-ce qu'on a? Quel circuit? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donc, quels sont les circuits Donc, pardon. Il y a ce qu'on appelle les circuits, c'est-à-dire les visites classiques, normales, c'est-à-dire vous parlez de tout. Mais il y a des circuits, par exemple... Quand tu dis on parle de tout, c'est-à-dire l'histoire, l'histoire, c'est normal, l'histoire obligée. Voilà. Donc on commence par... C'est comme une introduction. Des généralités. Exactement, on commence, c'est-à-dire d'écosim. C'est-à-dire quand on parle d'Alger, il faut parler... Tout le monde parle d'écosim, alors que il y avait une ville avant, c'était Écosim. Donc 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc jusqu'à l'indépendance. D'Écosim jusqu'à l'indépendance. Mais il y a par exemple, parfois on reçoit des groupes que des architectes. D'autres. Donc c'est une visite plutôt exactement, thématique, on peut dire thématique. Voilà, des visites thématiques. Mais c'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui, pour les shooting photos, donc il y a des visites un peu spéciales. D'autres, ils préfèrent que les. C'est-à-dire, comment dire, ils tracent encore, c'est-à-dire ils tracent le tracé de la bataille d'Alger. Donc là, il y a eu les lieux de tournage. Donc c'est ça à peu près ce qu'on a comme thème à la Casbah. Justement. Voilà. Et justement, il y a 2 jours, c'était le 8 octobre, c'était l'anniversaire de la mort, l'assassinat de notamment Ali Lapointe, et Mahmoud Bouhamidi et le petit Omar. Exactement. Et donc, tu proposes ce circuit. Exactement, donc il fait partie du circuit. D'ailleurs, moi, quand je commence mes visites chaque samedi, c'est-à-dire on commence à la place des Martyrs. D'ailleurs, avant les anciens guides, il y avait un circuit, c'est le circuit cascade. C'est-à-dire il commence de Bab Jdid, la haute Casbah, jusqu'à la base. Donc on descend. Oui. Moi, j'ai commencé ça, peut-être le premier, le circuit boucle. Donc, de la place des Martyrs, on monte par un chemin, arrivant jusqu'à la citadelle ou le Serkedji, donc Bab Jdid, et on redescend, c'est-à-dire par un autre chemin. D'accord. Et le circuit bataille d'Alger, donc la rue de Chamou, où les frères Rassim actuellement, Berjbah, le quartier des révolutionnaires, et lieu de tournage, c'est-à-dire Sidi Mohamed Cherif, la scène, célèbre scène, le petit Omar en train de lire le message à Ali Lapointe, puis la rue des Abderrahim, actuellement Bissal Khidar Rahimahullah, donc, et puis la maison des 4 martyrs. Voilà, et on sort par Jam' al-Yahoud, actuellement Masjid Ibn Faris, et jusqu'à Ketchawa. Voilà, alors ça c'est pour le circuit donc bataille d'Alger. Il faut dire que la bataille d'Alger donc a fait l'objet d'un grand film, donc qui a été inspiré des écrits de Yassif Saadi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Alors là, on vous propose un extrait de la bataille d'Alger, donc pour revoir un petit peu, déjà revenir un petit peu à l'histoire et surtout donc ça va nous rappeler tous ces endroits qu'on peut visiter jusqu'à aujourd'hui. Je vous propose donc de voir cet extrait de la bataille d'Alger et on se retrouve juste après. Voilà, c'était donc effectivement, on parle des 4 martyrs plus parce que c'était la cible finalement. Oui, voilà, on a explosé tout le quartier pour la cible. Voilà, c'était vraiment. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après les gens, c'est-à-dire ils disaient, eux, ils croyaient qu'ils ont essayé de faire peur ou faire entendre, c'est-à-dire les 4 dans la cachette. Ça, c'est du sérieux, c'est pas un scénario, quelque chose comme ça. Ils ont évacué le quartier. Mais derrière la maison, non. C'est ça. Donc c'est ça, quand ils ont plastiqué la maison, c'est là où il y a eu le dégât. Aujourd'hui, il faut vous dire, Nabila, qu'aujourd'hui, la maison qui est exposée, elle a été réhabilitée en musée. Exactement, musée donc on peut aller visiter. Exactement. Musée d'Ali Lapointe. En fait, c'est-à-dire pour qu'elle ne perde pas sa valeur historique en 86, parce que même durant le film, n'oubliez pas que ça est important aussi. La maison, parfois je pose cette question aux touristes, je leur dis que la réalité s'est déroulée le 8 octobre 57. La maison s'est effondrée. Elle n'a pas été restaurée jusqu'à 86, ils ont aménagé juste pour qu'elle garde sa valeur historique. Mais on laisse 86 à côté, on reste en 57. Le film, en 65, le tournage, la maison était en ruine. Comment ils ont fait le tournage dans le film? Comment ils ont fait le tournage? Ce qui est logique, les gens disent que ils ont utilisé une autre maison, ce qui est logique. Ou parfois d'autres ils disent décor studio. Et alors? C'est acceptable comme ça. Où t'es où je travaille? Eh bien, le jour même, le 8 octobre 57, il y avait la télévision française présente. Ils ont filmé l'intérieur. Donc le réalisateur Gilles Ponticorvo, il a récupéré les archives de la télévision française. Il a fait ça dans le montage. D'accord. Donc c'était des vraies images. Je vous donne un exemple. Parfois je dis ça que dans les visites.
C'est une forme de visita, ce que tu fais là, de toute façon. Donc, je leur donne toujours un indice. Quand le petit Omar dormait, donc il y avait Ali Lapointe, il lui a fait comme ça. Allez, Omar, note. À ce moment-là, ils entendent les soldats à l'entrée de la maison. Ils sont entrés rapidement dans la cachette, puis on a vu la femme, elle a fermé la cachette, elle a mis du mastic, elle s'est allongée. Et on voit après quoi? Le soldat qui rentre, il a fait comme ça, allez dehors. Là, on voit la femme sort de la chambre, elle marche dans le couloir. Là, il faut bien regarder, c'est pas la même femme. À l'intérieur de la chambre, c'est l'actrice, mais l'autre, c'est la vraie. Comme ils avaient les images de la vraie, comment elle était habillée et tout, ils ont fait presque... ils ont fait une espèce de montage, exactement. Une reconstitution des faits. Après, il faut dire qu'il y a eu beaucoup donc, de journalistes qui ont filmé René Woué, par exemple, donc le réalisateur par excellence donc, de la révolution algérienne. Donc, il est vrai que les films de l'histoire d'Algérie a été constitué de beaucoup de véritables images. Donc la bataille d'Alger, par exemple, en grande partie, effectivement, il y a eu de véritables séquences. Donc il n'y a pas eu de reconstitution, mais de véritables séquences d'archives. Exactement. Mais eux, pourquoi ils ont filmé? C'est-à-dire en 57, parce que un jour avant, il y avait quoi? L'arrestation de Yassir Saadi Zohra Betat. Ils étaient filmés. Ils ont montré ça au JT de 20h à l'époque. Ils croyaient qu'ils vont faire la même chose 20 jours après avec les 4. Donc les 4, c'est-à-dire ils n'ont pas quitté la cachette. Donc c'est pour ça qu'ils avaient que les images de la maison à l'intérieur, mais c'est-à-dire à l'extérieur de la chambre, de la cachette, voilà. Donc c'est pour ça que, c'est-à-dire ils ont eu cette chance, ils prennent en photo les 4, sortent de la cachette. Donc ils voulaient tomber au champ d'honneur, y compris le petit Omar qui n'avait que 13 ans, Allah yarhamou. Très bien. 13 ans, et il était courageux, il faut dire, parce que l'histoire raconte que Ali Lapointe lui a donné la chance de sortir et donc de sauver un petit peu sa vie et que le petit Omar ne voulait pas. Enfin, c'est l'histoire qui raconte. Personne n'était avec eux aussi à l'intérieur de la cachette, mais c'est entendu ça, c'est vrai. Il n'est pas très sûr, Yacine. Enfin, comme un très... Voilà, on n'est pas très sûr, effectivement, il a raison, parce que personne n'était avec eux. Mais... Exactement. Exactement. Donc, même nous, dans le film, c'est-à-dire qu'on propose ce genre de circuit, d'autres scènes, par exemple, l'attentat de la rue de Thèbes, et qui est la cause, c'est-à-dire c'est l'attentat de la rue de Thèbes, c'est là où il y a eu la riposte des dames, les poseuses de bombes. Oui. Les poseuses de bombes, parce qu'ils voulaient riposter, c'est-à-dire même dans le film, on voit quand il y a eu la manif à l'intérieur de la Casbah, et c'est là où ils ont envoyé le petit Omar pour qu'il parle avec Ali Lapointe. C'est-à-dire, parce que n'oubliez pas que c'était la révolution, mais il y avait l'embargo sur la Casbah. Un embargo sur la Casbah, parce qu'elle était bouclée, encerclée. Si vous n'avez rien à dans les quartiers européens, dans le film, on a vu, quand il disait aux gens, faites demi-tour. Sauf les gens qui avaient un laissez-passer et tout. Donc, c'était un problème de comment faire sortir les bombes de la... Et ils ont envoyé le petit Omar à Ali Lapointe parce que c'était premier dans les manifs là. Et c'est là on entend le petit Omar dire à Ali Lapointe, Khoudrayi Ali. Alors que le message c'était quoi? Ne laisse pas la manif sortir de la Casbah. Parce qu'ils savent qu'ils vont tirer. C'est là, elle a tourné la manif où on voit, dans le film, c'était Jafar, il a dit donc c'était. D'accord. C'était ça. Très bien. Donc Anna, juste pour parler, si tu permets, non le Houda. Donc voilà, il y a plusieurs circuits qu'on propose, que tu proposes Yacine et tout. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'était la participation des habitants de la Casbah. Oui, durant la visite. Alors il y a des gens qui ont ouvert leur maison, il y a d'autres qui proposent des activités, qui proposent leur savoir-faire. Au niveau de la Casbah, justement pas loin du musée. En face, il y a voilà. La famille Sidir. Donc ils ont ouvert leur maison. Exactement. La cohésion sociale, finalement, elle y est toujours. D'ailleurs, on a eu l'occasion, à travers ta rubrique, de recevoir donc Khaled Dossi, lui qui a ouvert son espace et qui propose justement des plats, des mets traditionnels. Donc c'est aussi une façon de faire la promotion du patrimoine, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Et aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça fait partie du tourisme solidaire. Le tourisme solidaire, c'est quoi? C'est-à-dire manger chez l'habitant, donc il touche direct son argent, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. C'est la famille qui gagne direct. Très bien. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le tourisme solidaire. Donc avant,
il y avait une ou deux familles. Maintenant, alhamdoulilah, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, côté Sidi Ramadan, c'est-à-dire la Haute Kasbah, on a la famille Atoui, on a Dar Baraka, on a le Khalid Mahyout. Donc, un peu plus bas, c'est-à-dire, on a Sidi Mohamed Cherif, Dar Ben Mera, on a Sidi Khlif, on a Dar Shiban. Donc, et la dame qui a la maison Dar Sdjour. Dar Sdjour, elle est en travaux. Elle est en travaux, بصح الفوق il y a la terre. خالتي خمسي هذيك دار لا فامي خمسي خالتي بهجه الله يرحمها كنت حنوصل باسكو في مخي بالحومه راك انت يا راني جايك راني هابط وصلت ليها والله وصلت ليها فامي خمسي الحاج زبير مازال الحاج زبير من المحروسه دونك قلنا لا فامي خمسي دار شيبان دونك الحاج زبير دوك راني منها الحاج زبير ربي يطول في عمره كاين l'ancien hammam. Oui. L'ancien hammam Sidana. Très agréable. C'est un ancien hammam qu'on propose maintenant. Que la Kasbah, c'est le quartier le plus chic à l'époque. Parce que habité que par les gradés. Parce qu'en la basse Kasbah, il n'y a pas de marche. Pour faciliter le transport de passage des calèches. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à la basse Kasbah, habité par les gradés. Il n'y avait que des palais. Oui. Non, c'est très joli. Le resto Hadek. Qui bit سخون elle y est toujours un hammam maintenant. Non, c'est plus c'est toujours un hammam mais c'est juste ils ont gardé la fonction, il y a plus la fonction ils ont pas changé la décor c'est encore plus agréable. Oui hammam donc hammam Sidna voilà c'est قلنا دار الحاج زبير ما يزعفوش علينا ما براسك يقولوا وي فوالا دونك كاين quelques restaurants اللي حلوا تما في كوتي سيدي رمضان وين عندهم une vue, une chouf kamel la Kasbah, ils proposent des plats algérois, c'est-à-dire surtout la sardine en sauce, boulettes, voilà. Ouais, exactement. Et voilà, donc ce qui est bien aussi les artistes. Il y a les artistes. Les artisans aussi, donc les artisans, les khadmou qu'on a Mustafa Boutkar, il fait du cuivre repoussé. On a Bahia, la céramiste. Amil Hashmi, Allah yarhamou, Amil Hashmi Ben Mera. Alhamdoulilah, son fils qui a pris la relève. Alhamdoulilah, donc de père en fils. Exactement, on a Khalid Mahyout qui est ébéniste. Parce que les gens, ils ont oublié que Khalid c'est un ébéniste. C'est-à-dire, quand il parle de Khalid, il parle de la terrasse, les plats gastronomiques et tout, Khalid Mahyout, alors que... il a hérité ça de père en fils. Exactement. D'ailleurs, son père, Allah yarhamou, c'est son oncle, parmi les gens qui ont fait les portes de la Grande Poste en 1910. Oui, il nous l'a dit. Donc, c'est une famille. Lui, c'est la troisième génération, Khalid Mahyout. Donc, voilà. Donc, mais ce qui a bloqué un peu, parce qu'il y avait, on peut dire... c'est-à-dire, avant le Corona, ça a bien marché. Chaque jour, chaque semaine, il y a un truc nouveau qui ouvre à la Kasbah, soit artisan, une maison d'hôtes et tout. Mais après, il y a eu le Covid qui a... Comme si c'est les ballons dans les oui, ça a fait... Mais le Covid, c'est le monde où elle est seule. Et généralement, soit guerre ou une épidémie, le premier secteur touché, c'est le tourisme. Ouais. Mais ça reprend ou pas, Yassine, en ce moment? Donc, avec le nombre des nouveaux cas, je pense, il est à presque 100. Donc, c'est maintenant ça reprend les locaux, beaucoup plus les locaux. Donc, ils ont commencé à sortir et tout. Mais sinon, c'est-à-dire... avant 1400 cas, personne, le téléphone oui, ne ça c'est normal. C'est normal. Il y a une prise de conscience aussi. Exactement. Même nous, c'est-à-dire même nous, on n'a pas cherché à travailler. Même quand les gens nous appellent, je leur dis, écoutez, cette fois-ci, impossible, essayez de décaler ou reporter votre On se sacrifie un petit moment, exactement, parce que relancer ce n'est pas un jeu, donc et voilà. Merci beaucoup Yassine. Merci de nous ramener avec toi à travers les ruelles, la Kasbah. Alors là, c'était les ruelles, c'était l'histoire, c'était la Kasbah, c'était les mets, c'était les plats, c'était la vue sur la Kasbah, sauf son âge. Oui. Accompagné de sa très très belle tenue. Et il reçoit les touristes Hagda. Oui. Et même la bavette aussi, elle est... assortie. Elle est assortie. Merci beaucoup. Merci Nabila. Je t'en prie. Merci donc à toi Yassine pour cette virée donc à la Kasbah. Nabila, on se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah, avec une autre virée. Merci beaucoup à vous deux et on continue donc cette fois-ci en compagnie de Mariam Oussaïd qui nous propose un portrait donc de Ben Asman Islam, lui qui est artisan et artiste, donc il fait de la peinture sur bois. Regardez, on se retrouve juste après.
La création sous toutes ses formes s'est invitée pour quelques jours à l'hôtel El Horaci. Des pièces uniques sont exposées, des objets finement travaillés, toujours dans des matières nobles. Notre regard se pose aujourd'hui sur le travail de Ben Othman Islem, qui a choisi le bois comme support de travail. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est travaux manuels. Et puis au bout d'un moment, on se construit, tout ça. Du coup, c'est comme ça que le projet est venu. Je me suis carrément penché vers le design et la sculpture. Donc c'était ça. Et puis après, je me suis lancé carrément dans la sculpture. Je voulais faire toujours des œuvres qui sont différentes, qui sortent de l'ordinaire, carrément. Donc je voulais toucher vraiment tout ce qui est œuvre. Et là, en ce moment, je touche un peu aux fournitures, tout ce qui est meubles. Et ce que je fais, comme ma dernière œuvre sur laquelle j'ai travaillé longtemps. Donc c'est une table et un panneau mural. Diverses essences de bois sont travaillées, et même des calebasses. Elles sont harmonieusement assemblées pour donner des œuvres originales et très esthétiques qui trouveront leur place aussi bien dans les maisons que dans des endroits plus chics. Le projet Ntaï, je veux bien toucher les grandes œuvres. Donc tout ce qui est des grands tableaux, les grandes sculptures, le revêtement mural. Et j'aime bien ça, le revêtement mural pour les hôtels, les grands restaurants. J'ai toujours été fasciné par ça, j'aimais ça. Donc je travaille dessus et je veux vraiment toucher, je vise haut. Donc voilà, je veux bien voir mes œuvres dans un des hôtels les plus chics ou les restaurants les plus chics pour plus tard. Donc je vise vraiment très haut. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et Myriam Oussaïd nous a rejoint. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors, Myriam, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, donc on est en train de voir une belle rencontre que tu avais faite avec un artisan quand même qui fait de très belles choses. Exactement. Donc vraiment une très très belle rencontre, très agréable, donc avec Islem, un vrai passionné du bois. Donc il nous a expliqué, bon, on ne l'a pas vu dans le sujet, mais en fait déjà tout petit, il avait commencé à travailler toutes sortes de matières et tout. Et ensuite, donc, un cursus complètement différent. Et donc, il arrive un moment où on finit par retomber aux sources, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, il s'est remis dans tout ce qui est bois, sculpture. Et voilà, donc il s'est épanoui vraiment, on va dire, complètement dans sa nouvelle passion. Il retrouve un peu plus tard et ça se voit au niveau de ses œuvres. Donc, toutes sortes de bois, il travaille différents bois sans préférence. Et tous, ce sont des œuvres originales et en fait, il essaye de puiser d'un peu partout. C'est ça qui est passionnant. Donc, quand il parle vraiment, on va dire, de tout, de son origine. C'est vraiment un espèce de mélange qui réussit à transmettre à travers ses œuvres. Finalement, une véritable recherche, donc on a commencé à réaliser ses Exactement, œuvres. Voilà. Oui. Alors, la création commence déjà bien en on se met c'est et voilà, donc après ça se concrétise. Ah ben voilà. Mais sinon, aujourd'hui, tu as choisi une plante aromatique, c'est la saison. Donc généralement, toutes les maisons algériennes en disposent, particulièrement en cette saison, en cette période. L'armoise. L'armoise, pour la simple et bonne raison que c'est l'automne. Donc qui dit l'automne dit changement de... Bon, c'est vraiment un régal. Je trouve que c'est très apaisant de sentir. Son odeur à elle, l'odeur de l'armoise,
vraiment un côté très très apaisant. On a vraiment l'impression de faire un bond comme ça dans la nature, même si on est à la maison, mais on a vraiment l'impression d'être en extérieur. Donc pour la simple et bonne raison, donc les écarts de température se font sentir en ce moment. Après il fait frais le matin, après il fait chaud l'après-midi, et on ne peut pas rater ou c'est des petits rhumes, ou c'est des petites bronchites, des petites voilà. angines, Non, c'est la période de toutes les petites, ceci, cela. Sauf que maintenant, on n'a pas le droit aux petites, parce que on a toujours peur que ce soit donc Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et de prendre ses précautions. Tout simplement. Faire une cure. Exactement. Donc, préventif, hein, c'est vraiment un traitement. C'est pas un traitement qu'on va prendre, mais c'est de petites habitudes qu'on peut prendre. Tout simplement des bonnes tisanes à petites doses, bien entendu. Donc, l'armoise blanche. On a la chance d'en avoir parce qu'il faut savoir que dans certaines régions du monde, on ne réussit pas à la trouver. Ça, c'est un détail que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc, impossible de trouver ça. Même chez les herboristes, il n'y a absolument pas. Donc, nous, on a cette chance. Il est disponible dans les marchés. Où est-ce que vous trouverez Chir. Donc, Chir bien de chez nous. Donc, il nous vient des steppes. On l'appelle aussi l'armoise blanche ou alors aussi des steppes. Elle a aussi cette appellation. Donc, les vertus sont connues depuis la nuit des temps. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire la promotion de Chir. Donc, pendant très longtemps, on soignait toutes sortes de maladies. Donc, alors pour la fièvre, donc ça fait baisser la fièvre, pour les diarrhées, contre les bronchites, les coliques, les indigestions. Les indigestions, voilà, c'est vraiment on va dire, c'est vraiment la plante qui est bonne pour pratiquement je me sens mal. Vas-y, fais-toi une bonne tisane de Chir. La vésicule fait des... Allez, on va faire une petite tisane de Chir. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, donc généralement, font les Algériens, on ne la fait pas en tisane, c'est qu'on la laisse macérer. En infusion. Voilà, en infusion ou macérer dans de l'eau pendant toute la nuit. C'est un peu moins fort quand même qu'une tisane parce que quand on prend une tisane de Chir, il faut être préparé à l'avance, c'est pas évident. Mais en fait, on bouche le nez, voilà, que pour les gens qui savent, parce qu'il faut quand même assez corsé. Donc il existe plusieurs variétés d'artémisia. Il faut savoir qu'en Chine, déjà, il y a plus de 2000 ans, on soignait déjà plusieurs maladies, entre autres aussi le paludisme. Elle a vraiment servi à combattre le paludisme, pas bien entendu à complètement l'éradiquer, mais elle a vraiment été utilisée pendant une certaine période. Donc c'est une autre variété d'artémisia. Nous, on a donc l'armoise blanche, donc une variété qui pousse dans les steppes. Ce qui est sympathique, c'est que c'est une plante qui pousse partout. Donc, qui peut pousser partout, dans des sols qui sont salés. Elle peut surmonter de très très grosses sécheresses, donc pas besoin d'entretien puisqu'elle pousse spontanément dans les steppes. Donc nos animaux en profitent très souvent, donc les moutons, chèvres, chameaux aussi, donc c'est des plantes qu'ils consomment et en fait c'est comme ça qu'ils réussissent, on va dire, à résister, à se soigner systématiquement en mangeant comme ça de plantes. Voilà. Mais sinon, donc on a dit consommer en infusion, en tisane ou en décoction. En macérat aussi, donc on peut faire aussi des macérats. Alors, pour le macérat, c'est excellent. C'est un bon vermifuge, c'est bon pour la bronchite, la toux, le diabète aussi. Donc certaines études commencent à être faites. On dit qu'elle fait vraiment baisser pour le diabète, c'est vraiment conseillé. Donc on la conseille aussi. De l'hypertension et pour la diarrhée. Donc voilà, c'est vraiment. Voilà, alors il faut dire qu'elle est disponible partout. On peut la cultiver à la maison, dans son balcon. Oui, alors certains paysagistes ont utilisé, on va dire, l'artémisia, pas pour son côté médicinal, mais plutôt pour son côté esthétique. Parce qu'en fait, la plante n'a pas un vert très très prononcé. C'est un vert très très pâle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de la marier dans un petit peu dans le fond, histoire de donner un contraste. Exactement. Voilà, d'avoir un joli plan pour mettre des plantes beaucoup plus sur le devant. Donc, on peut la mettre dans son jardin, donc pourquoi pas, vous trouverez ça en pépinière, donc vous demandez juste un petit plant de terre, vous le mettez, on va dire, à côté du romarin ou autre chose comme ça. C'est assez très très facile à cultiver, et en même temps, on a ça sous la main, pourquoi pas. Voilà, et puis pour ceux qui n'ont pas beaucoup la main verte, comme moi, comme je l'ai toujours, il faut la sécher donc, à la maison de cette manière. C'est comme ça qu'on la trouve dans le marché, donc séchée juste à l'abri de l'humidité, et on donc la conserver pendant plusieurs mois. Oui, pendant plusieurs mois. Donc, elle se conserve très très bien. Vous aurez juste à faire un petit saut dans n'importe quel marché. On le retrouve partout. Donc, même au niveau du raisonnable, quand on a le petit bouquet comme ça. Oui, exactement. Donc, voilà, tout frais, excellent pour la santé, tout ce qu'il y a de plus bio. On peut lui donner toutes les certifications qu'on veut parce
Simplement, c'est des gens comme ça qui sillonnent un petit peu dans cette zone statique, qui le ramassent, qui le conditionnent en petits bouquets comme ça, et nous arrivent voilà, chez nous. Ah ben voilà, donc Voilà. il suffit juste d'aller au marché, donc Exactement, et d'en profiter. disponible. Voilà, merci beaucoup Mariam. Merci. On se retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Donc pour une autre thématique, pour un autre Je point. vous amènerai sur mon balade. Merci beaucoup Mariam. Et on continue donc on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée pour rendre hommage à ce grand pilier de la musique. Oui. Je voulais juste passer un petit coucou. Il faut que je le fasse en fait. Donc une téléspectatrice qui s'est rencontrée, on va dire, chez un Tunisien qui fait des refs, les meilleurs refs d'Alger. Je vous donnerai l'adresse la prochaine fois. Donc alors c'est une vraiment téléspectatrice qui suit Bonjour d'Algérie et je lui avais promis de lui faire un petit coucou. Voilà. Alors c'est un petit coucou. La dame qui regarde Bonjour d'Algérie, tous les téléspectateurs fidèles à Bonjour d'Algérie, à travers toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station qui nous a quittés ce 8 octobre. Et je vous propose cet hommage qui lui a été rendu justement par Siham Kedmouch. Une grande voix s'est éteinte. Il était artiste peintre et grand artiste de la chanson bédouine, de Yayay, de Haouzi et de Asri. Rabah Dariassa n'est plus. Né à Blida le 19 août 1934, dans le quartier populaire de Douiret, Rabah Dariassa s'est retrouvé orphelin à 15 ans. Il exerça alors plusieurs métiers et il devint graveur sur verre. C'est là où il découvre sa passion pour la peinture. La peinture d'abord, la chanson après. Ce n'est qu'en 1953 qu'il découvre sa vocation de chanteur en participant à l'émission Menkun Fenn Chouïa. Dariassa a chanté pour l'amour, pour la vie. Il a chanté pour la patrie, pour le pays, pour le bonheur. Nejma Qutbiya brillera pour toujours. نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية جرحتني بعيون غزال. Et de retour sur le plateau, Monsieur Abdelkader Ben Dahmash nous rejoint. Bonjour Monsieur Ben Dahmash. Bonjour. Merci d'être là aussi et merci de pouvoir parler d'une icône de la chanson algérienne. Voilà, merci à vous déjà d'avoir accepté notre invitation, de venir. On sait très bien que vous êtes toujours débordé par la promotion de la culture algérienne. C'est un petit peu votre vocation, hein, Monsieur Ben Dahmash. C'est ce que j'ai toujours fait depuis voilà, vous avez consacré toutes vos années, on va dire, à faire cette promotion. Alors si vous êtes là aujourd'hui, Monsieur Ben Dahmash, c'est parce que vous avez côtoyé le marhoum de très près. Oui, depuis toujours. Alors, Rabah Dariassa, il nous a quittés à l'âge de 87 ans. Oui, avant-hier, il y avait à son enterrement, on sentait la population, les gens qui l'aimaient, ils sont venus de partout du territoire national. Et ça faisait plaisir devant une icône pareille. Et puis c'est la dernière du siècle, j'allais dire. La dernière du siècle, et qui a côtoyé pratiquement toutes les générations, finalement. Parce que même les jeunes d'aujourd'hui, qui sont un petit peu connectés, on va dire la génération connectée, mais ils le connaissent, ils le côtoient. Lui-même, à lui tout seul, il faisait un grand spectacle déjà sur scène, sans orchestre, sans rien du tout. Sa simple présence faisait déjà un acte culturel et artistique, d'une part. D'autre part, depuis toujours, il a été orphelin très jeune, à l'âge de 15 ans, il n'avait plus son père, et il n'avait plus sa mère également. Donc il a vécu comme ça dans la solitude, mais bien sûr entouré de sa famille, etc., qui, quelque temps après, lui-même se retrouve dans le milieu artistique. Voilà. Et pas musical,
Et pas musical, Ah, oui, oui. justement. C'était la question que j'allais vous poser, Ouais. parce qu'on pense toujours que Rabah Oui. Deryassad Rahmou Saleh n'a fait que de la musique dans sa vie. Ouais, Et ouais. pourtant, Ah, oui. il a un parcours Oui. toujours dans l'art, mais autrement. Je rappelle uniquement pour les anciennes générations, les années 58-59, la grande édition musicale Dunia l'a sollicité pour faire la première de couverture, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a dessiné une sorte de miniature qui reste jusqu'à maintenant. Oui. Jusqu'à maintenant, on parle, c'est un geste culturel et artistique magnifique que lui-même, artiste peintre, mais pas uniquement. Il a fait de la peinture sur verre, il a fait de la miniature, et puis quand il discute comme ça intimement de l'art, de ce qu'il est dans la vie artistique, il parle de Mohamed Rassim, il parle de Mohamed Temmam, il parle de ça. On est complètement déconnecté parce qu'on connaît la stature du personnage. Rabah Deryassad, ça veut dire les succès les plus grands de l'histoire de la musique algérienne, c'est lui. Ya Oulad Bladi, Ah oui, c'est vraiment la chanson qu'on chante à toutes les occasions. Et puis la toute dernière, de 1998, à l'époque, je me rappelle, j'étais directeur de la production ici, à mon installation, il est arrivé et il m'a dit, je vais offrir une chanson, et peut-être la dernière, 1998, et c'était Ana Jazairi. Ana Jazairi. Ana Jazairi, ما تسميني شرقي غربي, tout ça, تسميني جزائري. Et puis elle est complètement d'actualité aujourd'hui. Nous avons besoin de ce mot aujourd'hui, nous avons besoin de cette attitude qu'a l'artiste vis-à-vis de son peuple, de sa nation. Il exprime haut et fort, il l'a dit à cette époque-là, et c'est valable aujourd'hui. Et ça sera valable tout le temps. Vous me tendez la perche, M. Bendamash. Oui. Justement, lorsque vous parlez de cette expression, il faut dire que Rabah Deryassad Rahmou Saleh a chanté aussi pour l'Algérie. Il a aussi, on va dire, partagé la joie de l'indépendance parce qu'il a aussi chanté pour l'immigration. Et l'immigration, Hizb al-Thawar qui est resté jusqu'à maintenant. Au lendemain de l'indépendance. Ah oui, c'est quelque chose de magnifique. Et puis en plus, toutes les chansons, même du sport, il avait une chanson qui a défrayé la chronique à l'époque, qui était chantée dans tous les stades, etc. Telo Zalamit, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, et qui restait un succès. Puis tout ce qu'il a touché, ça devient un succès. Toutes les chansons théâtre, ça devient un succès. Et puis Rabah Deryassad, c'est aussi un nom international, puisque à des années 70, 75 particulièrement, il a participé à Opéra. Donc, c'est pas, ça prouve un petit peu le pilier vraiment de cette dimension internationale de l'artiste. Il a été pour quelque chose dans la diffusion de l'environnement musical comme l'ont été beaucoup d'autres personnalités, mais lui, il était tout seul et puis il est traduit en Turquie, il était traduit dans beaucoup de pays, repris aussi en Syrie. À lui seul, un jour, il a fait une semaine culturelle algérienne à Damas, à lui tout seul. Il a été composé par Fahd Blan, par Mustafa Nasri, qui est le père de Hassan Nasri, et avec ça, les œuvres lui-même, il a composé à Fahd Blan et tout ça. Et avec ça, ils ont fait une grande soirée qu'ils ont appelée la semaine culturelle. C'était quelque chose d'exceptionnel, il était tout seul. Voilà. Alors, il faut dire que ça a fait une véritable promotion, il faut dire, M. Bendamash, du terroir, on va dire, musical algérien, parce que vraiment, sa musique n'a pas été vraiment modernisée. Donc, vraiment, il tenait à cette chanson bédouine, cette chanson, donc vraiment terroir. Qu'est-ce qu'il a fait après? Pas après, il a été peintre, miniaturiste, il a toujours été au contact de ça jusqu'à ces dernières années. Et en plus, il devient poète et il devient aussi parolier. Il écrit des paroles et il écrit des longues poésies. Alors, dans cette période-là, il n'était pas encore chanteur. Il écrivait des grandes chansons qui sont devenues aussi des grands succès avec les autres chanteurs, qui ne sont pas des moindres, puisque c'est Blaoui Louari qui lui chante. Par exemple, Saïm Khadr qui lui écrit Ya Galbi la Tgoul Mouhal, qui fait un succès immense à la radio à l'époque.
s'il touche quelque chose, c'est un succès après. Et puis, il a fait aussi Khalifa Ahmed. Oui. كلمني ونكلمك في التليفون. Qui ne connaît pas cette chanson? C'était Khalifa Ahmed, les paroles de Driassa. Tar Tabla, Oud Ounay, c'est une chanson aussi magnifique. Donc, ça veut dire qu'il a bâti pièce par pièce, pratiquement un échafaudage de la musique algérienne, à lui tout seul. Et ensuite, vers 1959, l'édition Tepaz qui arrive à Alger et qui réunit toutes les grandes figures de la chanson algérienne. Lui, il n'était pas encore chanteur et il a dit « Je ne suis plus l'auteur, je suis le chanteur ». Et il arrive et il réalise des chansons en aïe du Sud. Là, il a surpris tout le monde parce qu'il a la voix de Khalifa Ahmed, la voix de Smaïl Boussaadi, la voix des gens qui ont fait la chanson bédouine. Et il devient également une icône de la chanson bédouine. Et puis en plus, il apprend toutes les grandes poésies, tous les grands poètes que nous connaissons dans l'histoire de la poésie populaire chez nous, il les connaissait. Et c'était ça mon lien avec lui. C'était la poésie, c'était l'analyse des textes, c'était l'analyse des mots, c'était le travail scientifique dans ce domaine-là, parce que quand il écrivait, il était un peu le restaurateur des poésies anciennes, qui était en voie d'extinction, qui n'était pas complétée, ou que l'oubli a fait son œuvre, et qui deviennent des chansons qu'on ne connaît plus. Lui, il a été ce restaurateur. Donc il écrivait comme un orfèvre, comme ça, qui reconstitue des pièces de l'histoire musicale algérienne et poétique aussi. Parmi ces grandes poésies, Ras Ben Adem, qui a été écrite par Sidi Khder Ben Khlouf, et toutes nos recherches ont abouti à un négatif, c'est-à-dire il y a des bribes de vers comme ça, des bribes de couplets qui n'étaient pas complétées. Eh bien lui, quand on est arrivé à un moment donné, vers les années 97-98, on est arrivé devant un mur et on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas l'oublier, cette chanson. Et il l'a reconstituée. Et dans la poésie, il dit, voilà, telle année, j'ai pris sur moi-même et j'ai reconstitué. Maintenant, quand on relit cette poésie, eh ben, on n'a pas l'impression que c'est Driassa qui l'a écrite. C'était Sidi Khder Ben Khlouf, parce qu'il a écrit dans le même style que lui. Voilà le génie de Rabah Driassa que je dirais beaucoup de gens ne connaissent pas. Voilà, effectivement. Alors, justement, monsieur Amash, donc Rabah Driassa a laissé quand même un patrimoine musical très riche, très lourd, qui représente justement la culture algérienne. Alors, est-ce que aujourd'hui, on pense probablement à faire une anthologie, probablement, pourquoi pas, donc des travaux de Rabah Driassa? Elle est faite déjà. Je l'ai commencé en 2012. On lui a rendu un énorme... C'est pas étonnant de votre part, monsieur Bendamesh. C'était en 2012. Et puis on a imaginé un immense retour de Cheikh Rabah Driassa. Les gens lui-même n'y croyaient pas. Il a dit non, ça y est, on m'a rendu hommage. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Il reste quand même cette humble père artiste, voilà, l'humilité. Non, s'il vous plaît, etc. Et ensuite, on l'a convaincu et puis on a établi un programme avec lui. Nous avons dit, cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres. Cette fois-ci, on va vous constituer une anthologie de toute votre carrière. Et c'est ce qu'on a fait à l'époque, en 2012. Le coffret existe, il est là. Il est aujourd'hui, il a été repris ces derniers temps par l'ONDA, l'Office national de droit d'auteur. Et il reste cette icône qu'on doit aujourd'hui bien sauvegarder pour le transmettre son message qui était pratiquement multiforme, il était multi-activité. Par exemple, dans tous les domaines de la musique et de la poésie, il était présent. De la chansonnette, du succès, de la poésie populaire qu'il écrivait lui-même, de sa passion vers les grands poètes populaires, comme Abdelaziz comme beaucoup de monde, comme Ben Smaïl. Il était vraiment de tout ce qui était de la pureté, tout ce qui était de l'identité, tout ce qui était de la personnalité algérienne était présent. Et vers la dernière partie de sa vie, il a consacré à la jeunesse. C'était justement la question que j'allais vous poser. J'allais vous dire,
C'est une station qui nous a marqué parce que Rabah Daria Salah Rahmou Saleh, nous l'avons vu d'ailleurs dans les plateaux de télé-réalité, à encadrer la jeunesse, à leur donner, à les faire profiter finalement de ses conseils, de son expérience. Absolument. Il a été un peu cette vitrine qui, à un moment donné, il s'est toujours adressé à la jeunesse, puisque sa principale mission, sa principale œuvre à laquelle aujourd'hui on fait référence, c'est il a pris la poésie melhoun, populaire des anciennes générations, des siècles passés, et il l'a enjolivé, il lui a donné de la couleur, il a donné de la jeunesse, il lui a donné du succès grandiose, des chansons, des airs qui remplissaient des stades. Voilà ce que c'est que Rabah Daria, c'est ça. Il a transféré un patrimoine qui était un peu en décalage par rapport à la population, par rapport au progrès que faisait la télévision, la radio, les disques, etc. Donc c'est resté toujours d'ancien style avec la Gesbal, etc. Lui, il a repris ça et il a donné un souffle vers la jeunesse, c'est-à-dire transférer un patrimoine vers le futur. Et c'est ça sa véritable mission. Et puis à la fin, carrément, il s'installe sur les plateaux de télévision avec Al-Han ou Shabab. Et puis, c'était pas dire que quelqu'un est bien ou pas bien, etc. Pour lui, sa mission, et c'est ce qu'il m'a dit personnellement, il m'a dit, moi, je viens pas ici pour parler. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de faire? J'ai dit, oui, c'est bien, parce que c'est un peu de la continuation de ton parcours normal. Et il m'a dit, non, moi, je suis en train de dire à la jeunesse, aujourd'hui, continuer, et je dois être dans les esprits de tous ces gens-là comme une référence, comme quelqu'un. Et puis il a reçu beaucoup de générations de jeunes chez lui, qu'il a encadré chez lui, à la maison. Beaucoup de générosité finalement de la part de cet artiste. Merci beaucoup, M. Abdelkader Ben d'avoir été parmi nous ce matin. Merci bien. Et surtout d'avoir témoigné donc déjà de votre relation avec Rabah Daria Salah Rahmou Saleh et surtout à travers tout son parcours. Ah oui, c'est un type, un personnage qui reste dans l'histoire de la musique algérienne et de la chanson de façon générale, et il reste dans une belle place, une bonne place qui vraiment répond à sa dimension. Voilà, finalement, il a un petit peu atteint son objectif parce qu'il reste cette référence. Il était heureux. Donc, était heureux. D'après sa famille, quand il est parti à la quand Dieu l'a choisi pour le prendre, il avait le doigt comme ça, ta shahada. Il était conscient jusqu'à la dernière seconde. Pas quelques semaines, une discussion parfaitement, son moral bien au top, sa mémoire bien en place, et puis voilà, il est parti comme ça, comme une fleur qui reste gravé déjà dans la mémoire des générations, mais aussi dans toute l'histoire de cette belle histoire donc de la musique algérienne, du patrimoine algérien. Merci encore une fois à vous. Nous devons être fiers d'avoir une personnalité comme ça. Effectivement, merci beaucoup à vous, M. Abdelkader Ben Damesh, d'avoir été nous ce matin et donc d'avoir témoigné donc sur ce beau parcours de Rabah Daria Salah Rahmou Saleh. Je rappelle qu'il nous a quittés ce 8 octobre à l'âge de 87 ans. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable journée à tous. Demain, Inch'Allah, à partir de 8h, vous retrouverez Radia Boulmaali. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de vendredi prochain. Et on se quitte justement avec cette belle voix de Marhoum Rabah Daria Salah Rahmou Saleh qui nous interprète Ras al-Mahna, écrite justement par Sidi Khadr Ben Khalouf. Au revoir.